Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Les participants à la 5e réunion annuelle des ministres de la Sécurité du Conseil de l'Entente se sont séparés hier à Lomé. Face à l'insécurité grandissante dans la sous-région, les ministres entendent trouver les meilleures stratégies pour prévenir le risque sécuritaire dans l'espace Entente. Journée porte ouverte hier à l'université de Kara. Une journée couplée de l'inauguration de 3 nouvelles infrastructures financées par l'université à hauteur de 900 millions de francs CFA. Au Mali, début des concertations nationales sur la transition, la junte lance ce week-end une consultation avec les partis et la société civile sur la transition censée ramener les civils à la tête du pays. Mais la forme et la durée de cette transition, deux sujets de friction ne sont pas encore fixés. Vers un couloir de transhumance dans la région des plateaux, les espaces ainsi délimités pour le passage des bêtes s'étendent sur une distance de 39 km. Cette zone de passage a été obtenue grâce au concours des propriétaires terriens de la région qui ont accepté de céder leur propriété. Les éleveurs pourront-ils respecter les zones délimitées et comment les propriétaires terriens vont-ils être récompensés? Notre invité Halinde Traoré Abdoul Jalilou, coordonnateur du projet d'appui à la mobilité du bétail, nous en parle. Et puis les échos du palais, les sports et la revue de presse à suivre également dans ce journal magazine. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières des 5 pays membres du Conseil de l'Entente réunis hier à Lomé dans le cadre de leur réunion annuelle se sont séparés au terme des travaux auxquels ont été associés les directeurs généraux des services de police et de gendarmerie des 10 pays. En dehors de la criminalité classique à laquelle sont confrontées depuis toujours les forces de l'ordre, s'ajoute désormais la persistance des actes terroristes et la montée des groupes extrémistes violents. Plusieurs recommandations ont été faites à la clôture de la réunion de Lomé dans le renforcement des structures de développement des zones frontalières. Léontine Atogima. Les ministres en charge de la sécurité des frontières dans l'espace Entente ont passé en revue le fonctionnement des groupes extrémistes et leurs sources de financement. Après cette étude, ils se sont entendus sur la création des structures de gestion moderne des frontières et la sensibilisation des populations de l'espace sur la cohésion sociale. Général Yak Damham, président de la réunion. Les groupes extrémistes profitent de l'absence de l'État, profitent de l'absence des infrastructures de base pour essayer d'infiltrer, pour essayer de s'implanter. Le groupe extrémiste profite parfois de l'absence des pouvoirs publics. Vous savez, notre pays a pris une certaine avance en créant un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, avec des comités dans les différents cantons, dans les villages, dans nos communes, des comités qui sont à l'écoute de ce qui peut amener nos populations à opter pour la radicalisation. Donc la population est sensibilisée sur l'intérêt de vivre ensemble, l'intérêt de faire régner la cohésion entre elles. Donc une fois une population vit dans une harmonie parfaite, je crois qu'il serait très difficile que des groupes extrémistes exploitent des faiblesses pour s'installer. Les ministres en charge de sécurité des frontières dans l'espace Entente se sont également préoccupés de la crise sanitaire due au Covid-19 qui impacte les domaines économiques, sociaux et sécuritaires des États membres. Journée porte ouverte hier à l'université de Kara, couplée de l'inauguration de 3 nouvelles infrastructures. Il s'agit de l'Agora 21 janvier 1999, l'Agora 21 janvier 2004 et de l'agropole gingembre pour la production et la valorisation des huiles biologiques. Ces 3 édifices ont été financés par l'université elle-même à hauteur de 900 millions de francs CFA.
La directrice de cabinet représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a salué l'engagement des responsables de l'UCA et leur labeur surtout dans le numérique. Madame Amadifa Gameti, directrice de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'université de Kara est en train de se positionner comme un centre régional d'excellence. Et pour cela, elle a ouvert beaucoup de chantiers, notamment la numérisation de l'environnement, la digitalisation des services, la construction d'amphithéâtres, d'agora. Toutes ces réformes concourent à la transformation de l'université de Kara, la rendant plus performante pour répondre aux exigences actuelles de la globalisation. Le bilan à mi-parcours permet de constater que l'université de Kara a engrangé beaucoup de résultats positifs. Cette journée porte ouverte a pour objectif de faire découvrir l'université de Kara, surtout sur le plan numérique. Professeur Sanda Komla, président de l'université de Kara. Fondamentalement, nous avons des activités pédagogiques qui aujourd'hui se déroulent à distance. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la pédagogie numérique. Nous avons également eu des activités de renforcement des capacités, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs de l'université de Kara ont été formés à la pédagogie numérique. Un premier groupe par l'agence universitaire de la francophonie au mois de juillet. Et ce groupe est devenu lui-même formateur. L'association Famille des artistes, compositeurs et interprètes du Togo Fassi Togo était hier en assemblée générale. C'est King Papavi Mensan qui est le président de ce nouveau venu, dont l'objectif est de promouvoir l'épanouissement socio-économique culturel des artistes, compositeurs et interprètes du Togo. King Papavi Mensan, président de Fassi Togo. Il faut essayer de donner plus la force à la fondation pour ces artistes-là, de travailler avec eux pour voir comment on peut les pousser sur la chaîne internationale. C'est pas parce qu'on a une voix qu'on se dit on est artiste. Si on a une voix, on est chanteur. Si on sait danser, on se dit on est danseur. Il faut que les gens fassent attention aujourd'hui que c'est un métier, ça s'apprend. On ne laisse pas tomber les études, on refuse pas d'aller apprendre un métier pour dire qu'on devient artiste. Non, la gala nous attend demain. Donc moi je pense qu'il faut qu'on travaille dur. L'artiste n'a pas d'heure pour travailler. L'artiste travaille le jour et la nuit parce que c'est important. Le Togo n'est pas un pays star, ce qui veut dire le Togo n'est pas connu partout dans le monde entier. Et je suis sûr que ce n'est pas la politique qui va faire notre nom, mais la culture, je crois sincèrement à ça. Élu pour un mandat de 3 ans, King Mensan dirige un réseau de 13 membres et un conseil d'administration. Il remplace Agoti Yao Mawina, le président sortant que nous écoutons. Nous avons fait des démarches auprès de la HAC pour pouvoir faire jouer les chansons togolaises plus que les chansons étrangères. Parce que nous sommes chez nous au Togo et il faut qu'on fasse la promotion de la musique togolaise. Fassi a pris sur lui le soin de faire jouer beaucoup la musique togolaise, au moins 90% dans la journée. À part ça, la maladie a fait que beaucoup de projets qu'on a conçus sont tombés malheureusement à l'eau. Maintenant, nous prions que Dieu nous vienne en aide à ce que cette maladie soit éradiée totalement pour que la musique togolaise puisse continuer. Les transformateurs d'ananas du Togo se sont eux aussi regroupés en association. Il s'agit de l'association des transformateurs d'ananas du Togo, ATAT. Elle a été portée sur les fonds baptismaux hier à Lomé lors d'une assemblée générale constitutive. Un bureau de 8 membres a été mis en place avec à sa tête M. Tchelma Asehana pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Tchelma Asehana, président de l'ATAT. Pour nos premières impressions, nous n'avons qu'à féliciter le gouvernement pour l'initiative qu'ils ont prise. En premier lieu, le chef de l'État pour ce programme national de développement et qui a axé vraiment sur l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui, nous, transformateurs de la filière ananas, en pole position parce que nous portons cette filière, nous créons des emplois. Il était de bon ton qu'on puisse créer une association nationale qui regroupe tous ces transformateurs et pour essayer d'avancer, de faire développer cette filière-là. Sur le terrain, d'abord, nous allons faire connaître à l'association
tous les membres qui n'étaient pas présents. Ça, c'est le premier chantier. Ensuite, on a un autre volet avec les partenaires comme la GIZ qui sont déjà avancés dans l'appui aux producteurs et autres. Nous devons avoir des séances avec eux pour essayer de leur faire connaître un peu nos besoins. Et en troisième position, c'est d'aller vers le gouvernement, nos 2 ministères de tutelle, disons, puisque nous sommes dans la transformation. Ils sont au total 1500 producteurs répartis sur 600 hectares avec une production annuelle de 37 à 40 tonnes. La filière est soutenue par la GIZ à travers le programme pour le développement rural et l'agriculture et le PROCAT. Rencontre de restitution hier à Lomé de 4 associations sur les recommandations de Beijing. Les échanges qui ont porté sur la promotion de la femme font suite aux visites de terrain. Il s'agit précisément de la mise en œuvre des engagements du programme d'action de Beijing, plus 25 au Togo. Rankou Honorine, présidente nationale de la coordination des organisations féminines du Togo. Nous avons proposé beaucoup de recommandations. Nous pouvons parler tout de suite des médias, l'image des femmes dans les médias. Il s'agit de ne plus publier les images des femmes nues ou à demi nues dans les médias, dans les lieux publics. Nous voulons vraiment veiller à l'application effective des sanctions en matière des violences basées sur le genre. Nous voulons que les forces de l'ordre soient sensibilisées sur la gestion des violences faites aux femmes. Nous voulons des tribunaux décentralisés spécifiques de gestion des conflits basés sur le genre. Nous voulons également que, par exemple, les crédits qu'on accorde aux femmes, que le taux d'intérêt soit vraiment réduit pour que les femmes soient vraiment aptes à pouvoir assumer leur rôle de chef de famille qu'elles prennent de plus en plus ces derniers temps. Lutte contre la consommation du tabac, les professionnels des médias s'y engagent. Ils ont été édifiés hier sur les dangers et les méfaits d'une consommation du tabac. C'est une initiative du réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac au Togo qui s'inscrit dans le cadre du projet de surveillance de l'industrie du tabac et de sensibilisation sur le lien entre le tabagisme et le Covid-19. Essaham Teuteu, président du réseau. La consommation du tabac est à l'origine de plusieurs facteurs de maladie. Nous avons jugé bon de nous réunir pour réfléchir à comment redynamiser le réseau. Surtout en cette période de pandémie, il fallait que le REJAT réfléchisse à comment occuper le terrain pour pouvoir apporter sa pierre à la protection de la population. Les gens sont de plus en plus conscients du fait que le tabagisme est néfaste ou bien nuisible à la santé. Les mois de septembre, octobre et novembre vont connaître une situation pluviométrique déficitaire à tendance normale. Sur cette période, la zone sud du Togo ne sera pas arrosée à l'excès comme on l'a constaté l'année dernière, et donc un démarrage tardif de la saison par rapport à la normale dans toute cette zone. Pour en savoir davantage, nous avons fait appel à M. Aninga Tchakosi, ingénieur agrométéorologique à la Direction générale de la météorologie nationale. Sur le plan agrométéorologique, ce qui intéresse beaucoup plus les producteurs agricoles, il est prévu cette année un démarrage tardif à tendance normale dans le sud du Togo. En ce qui concerne les dates de fin de saison, ces dates-là vont prendre fin également de façon tardive. Ça veut dire que la saison va prendre fin plus tardivement que la normale. Alors, il y a également un autre paramètre qui fait partie de nos prévisions. Il s'agit des séquences sèches. Nous appelons séquences sèches les pauses pluviométriques qu'on observe lorsque la saison s'installe. Et ces séquences sèches, en début de saison, elles sont longues à normale. Et vers la fin de la saison, donc la période de floraison et piaison, les pauses pluviométriques seront également longues. Alors, comme avis et conseil, semer dès les premières pluies, utiliser les variétés à cycle court et résistantes au stress hydrique et accroître la surveillance sur les cours d'eau et lancer des alertes.
Situation du coronavirus au Togo en date d'hier. En rappel, 14 des 996 personnes testées hier, vendredi, sont positives. Elle porte le nombre total des cas positifs à 1457. Ces 14 personnes, dont l'âge est compris entre 1 et 75 ans, se répartissent comme suit. 11 cas parmi les suspects, une femme dans la préfecture d'Agoué, une femme et 2 hommes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture des Lacs, 2 femmes et un homme dans la préfecture de Tchaoudjo, 2 hommes dans la préfecture de la Kouza et un homme dans la préfecture de Toune. Un cas parmi les voyageurs, un homme dans la préfecture du Golfe, 2 cas parmi les dépistés, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe. 8 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 1079. Le nombre de décès reste inchangé à 31. Le nombre de cas actifs est de 347. Un total de 68 580 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Au Mali, la junte est à la recherche d'un consensus difficile. Les concertations nationales ont commencé à Bamako et dans les capitales régionales. Partis politiques, syndicats, sociétés civiles, groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, tous sont conviés donc pour, dans un premier temps, se mettre d'accord sur les objectifs de ces consultations qui se poursuivront en fin de semaine prochaine. Odette Piret. Le lancement de cette large consultation avait d'abord subi un sérieux contretemps le week-end dernier. Aujourd'hui, les forces vives maliennes doivent définir l'architecture de la transition à venir. La junte entend dégager des positions de consensus, une tâche qui s'annonce très compliquée tant les positions divergent dans le pays. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier ont promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition d'une durée encore indéterminée. Mais la forme et la durée de cette transition, 2 sujets de friction avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, ne sont pas encore fixés. La junte militaire a rapidement plaidé pour une transition longue de 3 ou 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils. La CEDEAO exige une transition d'1 an maximum dirigée par des civils, sans quoi elle ne lèvera pas ses sanctions financières et économiques. Entre les deux, les partis politiques maliens ne sont pas tous d'accord. La coalition M5-RFP, qui a mené pendant les mois la contestation populaire, souhaite une transition d'1 an et demi à 2 ans avec un président civil. Le M5 est ouvert à un militaire pour le poste de Premier ministre. Syndicats, organisations de la société civile, groupes armés signataires de l'accord de paix, eux aussi ont leur vue propre. Les putschistes du CNSP jouissent d'un prestige incontestable dans le pays depuis leur coup du 18 août. Certains les voient comme des hommes providentiels, d'autres s'inquiètent cependant de voir des militaires s'éterniser à la tête du pays. La voie du consensus s'annonce semée d'embûches. Le temps presse, les dirigeants ouest-africains qui ont réclamé une transition civile et des élections sous 12 mois se réunissent lundi prochain par visioconférence avec la situation malienne en haut de l'ordre du jour. La situation était toujours confuse hier à Bunia en RDC après l'entrée en ville des miliciens Codeco. Ils étaient des dizaines de miliciens venus demander la libération de leurs collègues détenus à la prison de Bunia. Et on le sait, on ne sait pas pour le moment si leur revendication a été satisfaite. Des négociations ont été engagées avec les autorités, ce qui a permis d'aboutir à leur retrait des environs de la prison. Au Soudan, le Premier ministre de la Transition a signé jeudi dernier une déclaration de principe avec Abdel Aziz Al-Hilou, le chef de l'un des plus importants mouvements armés. Celui-ci faisait partie des grands absents lors de la cérémonie de Juba, durant laquelle plusieurs mouvements rebelles ont paraphé un accord de paix présenté comme historique pour les régions périphériques du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.
C'est une étape importante pour celui qui dirige la transition soudanaise depuis la chute de Omar el-Béchir. L'Union européenne a dénoncé jeudi les sanctions américaines contre une procureure de la CPI, Fatou Bensouda. L'Union qualifie d'inacceptables les sanctions dénoncées par l'administration des États-Unis à l'encontre de 2 membres du personnel de la Cour pénale internationale, dont sa procureure. Ces sanctions sont une mesure sans précédent visant à faire obstruction aux investigations de procédures judiciaires de la Cour, a estimé Joseph Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Invité du jour, la mobilité du bétail dans l'espace SILS-CEDEAO occasionne souvent des conflits entre éleveurs et producteurs à cause soit de l'absence de couloir ou tout simplement par manque d'eau. Ceci pousse les troupeaux à errer dans tous les sens, dévastant au passage des récoltes et endommageant les terres. Les vieux couloirs étant utilisés par les agriculteurs, le projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché en Afrique de l'Ouest appuie les pays dans la mise en place de structures adéquates pour une transhumance apaisée dans l'espace. Dans la région des plateaux, les négociations ont abouti pour le traçage des couloirs. L'ONG Entreprises, Territoire et Développement, à travers la FD, est chargée de la mobilité du bétail dans cette zone. Comment s'est faite l'acquisition des terres et à quand l'exécution des travaux? Les éleveurs pourront-ils respecter les zones délimitées pour une transhumance apaisée et comment les propriétaires terriens vont-ils être récompensés? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité, M. Alinde Traoré, Abdoul Jalilou, coordonnateur du projet Pamo Barma. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur Khalid Traoré Abdoul Jalil, bonjour. Bonjour madame. Pour une transhumance apaisée, il faut des infrastructures dans le canton d'Asrama et à Tchavé. Quelle est la situation? Effectivement, nous avons par rapport au processus de mise en place des infrastructures, nous avons prévu mettre des couloirs et également les mares d'eau. Et donc par rapport au couloir, on a du Mono jusqu'au village de Sagada, 17 km, et de Asrama jusqu'à Agoto, 29 km à mettre en place comme couloir. Et effectivement, ces couloirs-là vont contribuer à apaiser davantage la transhumance, la mobilité du bétail. Mais d'ores et déjà, le travail est déjà bien fait. Les nouveaux maires qui sont arrivés, les chefs cantons, le préfet qui est le chef du comité national de transhumance, et tous avec les directions techniques de l'État, ils font un bon travail, qui fait que dans la zone, d'une manière générale, quelles que soient les difficultés, on arrive à gérer d'une manière amiable. Et vraiment, c'est à saluer. Comme je le disais, donc c'est au cheveu du préfet de Haro qui s'investit davantage pour contribuer à l'apaisement de cette transhumance dans la zone. Certes, il y a quelques difficultés, mais quand même, d'une manière globale, nous disons que c'est satisfaisant et que lorsque ces couloirs, les mares d'eau vont arriver, donc ça va davantage renforcer cette paix qui règne dans ce milieu. Tout récemment, il y a eu des négociations avec des communautés pour aménager des couloirs de transhumance. Est-ce que le processus a abouti? Effectivement, dans le processus de mise en place des infrastructures agro-pastorales, notamment les couloirs, les mares d'eau et d'autres équipements. Et il y a vraiment un processus qu'il faut suivre, quoi. Il y a ce que nous appelons le diagnostic et la recherche d'informations qui consiste à aller collecter des informations auprès des services techniques, des localités, au niveau des villages, diagnostiquer quels sont les problèmes qui sont là liés à la thématique de la transhumance. Et lorsqu'on a regroupé toutes ces informations, on revient au bureau, on essaie de voir qu'est-ce qui est urgent à faire par rapport également à ce que le projet a prévu à réaliser dans le cadre de la transhumance. Et donc après avoir fait ça, on fait ce qu'on appelle la priorisation. Après la priorisation, on fait la cartographie et on organise un atelier de priorisation. On a déjà tout fait ça là au niveau de l'année et on a validé l'ensemble des infrastructures à réaliser dans le cadre de ce projet.
Et donc après, on a mis en place des comités de négociation. On négocié avec les propriétaires terriens et à la fin de la négociation, on a obtenu des lopins de terre qui vont servir au couloir de passage et puis également à la mise en place de la mare d'eau. Donc nous sommes à ce niveau et après il y aura le nouveau processus qui va se dérouler, c'est la réalisation des infrastructures. Avant la réalisation de ces infrastructures, donc c'est ça que nous appelons balisage définitif. Donc recruter un entrepreneur, lancer le chantier, il est vraiment très important de faire ce qu'on appelle la télé de sortie de reconnaissance. Donc il faudrait que devant les autorités préfectorales, devant les autorités locales, que ceux qui ont laissé les terres puissent être reconnus et affirmer publiquement que vraiment on a négocié auprès d'eux pour qu'on puisse trouver ces lopins de terre. Et donc c'est ce processus qu'on a fait aujourd'hui. Et donc comme c'est un processus, c'est en cours et que ça peut toujours être renforcé avec d'autres mesures, notamment la mise en place des comités de suivi. La mise en place des couloirs nécessite de l'expertise. Comment avez-vous procédé pour recruter les entreprises pour l'exécution d'un travail de qualité? Il y a un processus de passation de marché qui a été instauré par nos partenaires donc pour qu'il y ait assez de transparence et pour qu'il y ait un travail très bien fait. Et donc on a tout d'abord conçu le plan de passation de marché. Donc on a fait les DAO, les dossiers d'appel à candidature. On a envoyé à nos partenaires techniques au niveau de la France qui ont étudié, qui ont validé, qui ont apporté des amendements. Et quand c'est revenu, on a tenu compte de ces amendements, on a retourné ça également à nos partenaires et à la fin ils ont dit ok c'est bon. Et donc lorsque nous sommes mis d'accord sur ce processus et qu'on a lancé publiquement l'appel à candidature, on avait même mis 15 jours mais nos partenaires ont dit non, comme la construction des infrastructures demande une expertise, il faudrait qu'on aille à 1 mois. Donc on a lancé un appel d'offres public et on a eu près de 40 et quelques entreprises qui ont demandé le dossier. Mais à la fin c'est 14 entreprises qui ont postulé. Et parmi les entreprises, donc nous avons reçu, on a fait une ouverture des plis publiquement. Donc on a fait un PV public. L'ensemble des entreprises se sont retrouvées, tous les représentants sont là avec un comité de 5 personnes qui ont étudié les dossiers d'appel à candidature. Donc on a fait une ouverture publique, ils ont signé, on a fait des PV et ils sont partis. Maintenant, pour procéder à la sélection même, nous avons d'abord procédé à la qualité. Est-ce que techniquement les entreprises qui ont présenté, est-ce que le dossier est bien? Ok, on a vu si le dossier est bien et sur le plan prix, est-ce que le prix peut faire l'affaire? Et donc c'est comme ça qu'on a joint les offres techniques aux offres financières. Et donc on a joué sur ça pour sortir des entreprises. Donc on a eu actuellement 4 entreprises qui vont faire le travail sur le terrain. Mais le travail ne va pas se faire tout juste maintenant parce qu'il y a la pluie. Encore, on a peur que lorsqu'on commence maintenant, peut-être que par exemple au niveau de la mise en place de la mare d'eau, on risque de ne pas creuser suffisamment pour avoir de l'eau. Donc on attend au mois de novembre-décembre, lorsqu'il y a assez de sécheresse là, qu'on va maintenant commencer par réaliser l'ensemble des infrastructures. Donc au maximum, on a besoin pour la mare d'eau de 2 mois et pour la mise en place des balises pour 3 mois. À quand le démarrage des travaux et la durée d'exécution? Les travaux vont commencer à partir de novembre-décembre. Donc au moment où, disons, il n'y a pas assez de pluie pour qu'on puisse faire un travail concret. Et ça va durer, comme je l'ai dit tantôt, ça va durer 3 mois pour l'ensemble des travaux. Monsieur Khalid Traoré Abdoul Djalil, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Pamo Barma à ETD. Votre message pour conclure. Donc, avant de conclure, vraiment, il est très important pour moi de remercier les partenaires financiers et les partenaires techniques. D'abord, je remercie l'Agence française de développement, AFD, qui a vraiment su financer ce projet important qui vient résoudre un grand problème qui est celui de la transhumance. Et je remercie également l'Union européenne parce que ce n'est pas seulement dans la zone d'Atapamé, dans la zone des plateaux que le projet se réalise. Le projet se réalise également dans la région des Savanes, dans la région de la Kara. On a d'autres partenaires, notamment la Fédération des professionnels de la filière bétail et viande du Togo, donc FENAP, et il y a également le GEVAPAF qui est au niveau des Savanes qui mettent également ce projet en œuvre. Et ces 2 partenaires sont financés par l'Union européenne, alors qu'à notre niveau, on est financé par l'Agence française de développement. Donc, je par ma voix, nous tous nous les remercions pour ce financement vraiment capital qui vient nous aider à apaiser la transhumance. En dehors de ça également, c'est vraiment important que je remercie le gouvernement togolais, le chef de l'État, parce que lorsqu'il n'y a pas la paix, aucune œuvre humaine ne peut se réaliser. Donc nous profitons de l'occasion pour les remercier, pour pouvoir maintenir la paix au Togo qui nous permet de vaquer facilement à nos occupations. Je remercie également le préfet de Haro et l'ensemble même des préfets, le préfet de Moyen-Mono également, M. Diato. Et ils ont tous contribué à vraiment apaiser la transhumance. Il y a également le ministère de l'Agriculture que je remercie
Et donc, tous les partenaires techniques du ministère de l'Agriculture, vraiment, ils nous accompagnent à la mise en œuvre également de ce projet. Il y a les chefs cantons, les chefs de village, les comités de développement, les comités de négociation, les comités de suivi. Toutes ces personnes ont contribué à ce que nous mettions en œuvre facilement notre projet. Et vraiment, je les remercie beaucoup pour leur intervention multiforme en vue de la réussite de ce projet. Khalid Traoré, merci. Merci beaucoup. Écho du Palais. Un braquage désigne l'action de braquer, c'est-à-dire d'agresser une personne ou un groupe de personnes au moyen d'une arme à feu. C'est aussi l'action de voler quelque chose, de soutirer de l'argent en étant armé. On peut par exemple dire qu'ils ont braqué la même banque en un an seulement. Et parlant de la situation au Togo, le rapport sécuritaire du premier semestre 2020 révèle qu'environ 55 milliards de francs CFA ont été emportés lors de 33 opérations de braquage. La peine maximale encourue lorsqu'il s'agit de ce délit est aggravée en fonction de la nature des circonstances aggravantes retenues. C'est le cas de 2 individus qui ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. Récit des faits, Hélène Assabi. Les faits se présentent comme suit. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2014, aux environs de 2 heures du matin, les nommés Kofi et Kodjo, armés de machettes, sillonnaient à dos de leurs motocyclettes les artères de Lomé en vue d'opérer des vols. Chemin faisant, ils se sont retrouvés dans le quartier Idranawe où ils ont aperçu 2 personnes de nationalité étrangère qui conversaient à la devanture d'une maison aux côtés de leur voiture. Ils se sont approchés d'eux, machette à la main, leur réclamant tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ces derniers ont pu, par leurs cris, ameuter les voisins du quartier ainsi que les agents de la force publique qui n'ont pas tardé à arriver sur les lieux. Dans leur tentative de fuite, Kofi a été abattu. Kodjo, lui, a réussi à s'échapper avec la motocyclette pour se rendre au domicile de Nikabou pour lui narrer leur mésaventure. Ils sont ensemble retournés sur les lieux du crime avant de revenir à la maison où, sur instruction de Kodjo, Nikabou a pris soin de nettoyer les traces de sang qui se trouvaient sur la motocyclette. Quelques jours plus tard, ils ont été interpellés par la police. Interrogés tant à l'enquête préliminaire qu'à l'instruction, Kodjo a reconnu les faits et a déclaré avoir l'habitude de commettre des braquages avec Kofi et d'autres personnes et que le nommé Nikabou opère aussi souvent avec Kofi qui a été abattu. Nikabou, quant à lui, a donné les mêmes versions des faits en soutenant qu'il n'était ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Tout compte fait, les 2 ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises à Lomé. L'avocat défenseur, maître Agongo Elias, dénonce la condamnation de l'accusé Nikabou. Mais la Cour n'a pas fait l'analyse de façon aussi approfondie à ce point. Il faut revoir vraiment la composition de la Cour en matière des assises. Que ce soit des gens d'un niveau très élevé, des gens qui ont un peu la culture du droit, et que ce ne soit pas des gens qu'on pioche comme ça par ici, par là, pour venir juger les accusés. C'est vraiment très regrettable pour la Cour. Moi, je ne suis pas d'accord. Du sport et du football, élection à la Fédération ivoirienne de football. Une commission FIFA-CAF sera mise en place pour auditionner les différents acteurs engagés dans le processus électoral. Fidèle Maouina. Tout à fait, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a informé la Fédération ivoirienne de football de la création d'une commission conjointe avec la Confédération africaine de football CAF. Elle sera chargée d'entendre les acteurs des élections à la présidence de la FIFA. La FIFA aurait réclamé la suspension du processus électoral ivoirien suite à de possibles interférences. Elle souhaite auditionner les membres de la commission électorale dont son président René Dibi, le président sortant de la Fédération ivoirienne, Sidi Diallo et les autres figures majeures de la FIFA sont également priés de s'exprimer individuellement par visioconférence. Le 26 août dernier, la commission électorale mise en place par la Fédération ivoirienne de football pour étudier les dossiers des 4 postulants a validé
ceux de Sori Diabaté et de Yacine Idriss Diallo. Par contre, 2 ont été rejetés, notamment ceux de Kofi Paul Kouadio et de Didier Drogba. Tennis, les 7 contacts rapprochés de Benoît Paire testés positifs au coronavirus sont bloqués à New York jusqu'au 12 septembre prochain. Parmi eux, 5 Français dont Richard Gasquet. Le doute plane sur leur présence au Master 1000 de Rome prévu du 14 au 20 septembre prochain. Benoît Paire, 23e joueur mondial, aurait été testé positif au Covid-19 et avait passé 45 minutes avec ses collègues lors du Master 1000 de Cincinnati. Rugby, le Loup, club du top 14 en France, est très touché par le coronavirus. Après avoir relaté plusieurs cas positifs en août dernier, le club rhodanien vient de voir encore un de ses joueurs contaminé. Ce dernier a été aussitôt placé en isolement afin de protéger le reste du groupe. Pour l'heure, le match face aux Racines en ouverture de la saison top 14 n'est pas remis en cause. Néanmoins, si d'autres tests s'avèrent positifs, le match serait automatiquement reporté. Et puis ce communiqué pour clore cette page des sports, la Fédération togolaise de football porte à la connaissance des acteurs du football togolais et du public qu'à l'issue du processus de désignation du directeur technique national, M. Nyeni Sebabi Moussoudou est recruté à ce poste. La Fédération togolaise de football remercie tous les postulants pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour le développement du football togolais et espère pouvoir compter sur leurs contributions diverses. Revue de presse à la une des parutions de la semaine, la tenue des examens du BPC dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, la suspension du processus électoral en vue des élections des chambres consulaires et l'adoption par les parlementaires togolais de la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Yantine Atogima. La loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, votée à la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année 2020, écrit Togo Presse. Résumant le texte, le grand quotidien national relève que cette loi vient combler le vide juridique constaté au plan normatif et institutionnel dans le domaine de l'identification biométrique des personnes physiques. Il garantit aussi la protection des données à caractère personnel et contient des dispositions pénales intégrées au nouveau code, rajoute le journal. En un mot, chaque individu résidant au Togo disposera bientôt d'un numéro, précise Togo Réveil, un Togolais, un numéro numérique renchéri, l'Union pour la patrie. Cette loi faisait partie des 23 projets de loi ainsi que des interpellations au programme de la deuxième session ordinaire de l'année 2020, mentionne Libération. En effet, les députés ont fait leur retour à l'hémicycle avec un agenda chargé en perspective, rajoute le changement. Cette session dite budgétaire s'est ouverte mardi dernier en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou, poursuit la parution. Togo Matin abonde dans le même sens et souligne que la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digwadi Tchegan, a jeté des fleurs au gouvernement Klassou pour sa gestion de la crise sanitaire au Covid-19. Liberté estime qu'il y a encore du chemin à faire dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Selon le quotidien privé, le mois d'août est le mois de tous les records de cas de contamination avec la barre des 1400 cas franchis. Ceci à cause des brebis galeuses qui continuent d'ignorer les mesures barrières, relate Tingo Tingo. C'est dans ce contexte que plus de 13 000 candidats ont composé cette semaine pour l'obtention du billet d'entrée au deuxième cycle du secondaire, note Togo Presse. Des examens qui se sont déroulés dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Plus de peur que de mal au CASEF, lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministre de l'économie Sani Yaya sécurise son environnement, indique Nouvelle Opinion. Selon Courrier de la République, après les dépistages exigés par le ministre, des résultats obtenus ont naturellement déclenché tout le processus lié aux cas positifs enregistrés.
ainsi des mises en quarantaine, des cas contacts retrouvés et bien suivis et la désinfection de tous les bureaux, les couloirs, les toilettes, les ascenseurs et tous les autres compartiments. Autre sujet à la une des parutions, l'annulation de l'élection consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Élection consulaire. Vive tension, des opérateurs économiques dénoncent des manœuvres frauduleuses et interpellent le ministre Kodjo Adedje, luttant à la une du journal La Montagne. Pour cause, Germain Meba et la TOE à couteau tiré renchiraient l'échiquier. La parution Renaissance révèle une suspension du processus électoral. Une amère pilule pour Germain Meba. Victoire d'État pour la TOE, constate-t-elle avant de se demander si l'arbre qui va être déraciné ne verrait-il pas l'orage qui se prépare à l'horizon. Carnet noir, décès de hautes personnalités du pays, les journaux en ont fait cas dans leur colonne. Décès du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Tevi Bénisson, Fornia Singbe, salue la mémoire d'un homme humble, affable et discret, constate l'éveil de la nation. Série noire pour le Togo que cachent ces décès en cascade des éminentes personnalités du pays, s'interroge chronique de la semaine. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Avant de nous séparer, nous vous proposons de suivre la sensibilisation, rubrique sensibilisation sur le coronavirus. Les gestes barrières sont jusqu'ici les seuls à même de nous protéger contre le coronavirus. Sur un autre plan, une alimentation saine et équilibrée joue aussi un rôle important dans la lutte antimicrobienne. Chronique sensibilisation coronavirus, Juliette Camdet. Le coronavirus n'a pas de remède. Même si les chercheurs à travers le monde s'activent tous les jours, les choses ne sont jusque-là qu'à l'étape expérimentale. Pour éviter le Covid-19, le remède efficace pour l'heure reste le respect des gestes barrières. Mais au-delà de ces gestes, un bon système immunitaire offre la capacité à l'organisme de se défendre contre des menaces ou agressions microbiennes comme le virus corona. Il existe dans notre communauté des aliments à portée de tous qui peuvent nous permettre de booster notre système immunitaire. Professeur Batomaïna Bakoma, pharmacien phytochimiste, membre du bureau directoire de la commission de riposte Covid-19 de l'université de Lomé. Dans ce contexte de Covid-19 que nous vivons, certains aliments peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire pour faire face à cette pandémie. Nous avons certains jus, nous avons également des épices ou des condiments et des légumes qui peuvent nous aider à renforcer le système immunitaire. Pour ce qui est des jus, on peut citer le jus de citron d'ici, on peut citer aussi le jus de baobab qui est obtenu à partir de la pulpe du fruit du baobab. Le baobab qui a pour nom scientifique Adansonia digitata. Nous avons comme exemple de jus également le jus de gingembre, appelé également de thym. Ce jus-là aussi, le gingembre, renforce le système immunitaire. À côté des jus, nous avons des épices aux condiments utilisés en cuisine. Nous avons l'ail, appelé communément ayo, qui a pour nom scientifique Allium sativum. On peut donner aussi comme exemple d'épices l'oignon, qui a pour nom scientifique Allium cepa. Nous avons le gingembre aussi, l'eau de thé, qui est utilisé comme épice en cuisine. Il y a aussi le gingembre jaune, appelé curcuma, qui a pour nom scientifique curcuma longa, utilisé aussi en cuisine. Nous avons le clou de girofle, appelé plingota, très utilisé aussi comme épice en cuisine, ayant pour nom scientifique Syzygium aromaticum. Il y a aussi
Une plante utilisée en cuisine, c'est le thym pour aromatiser les cuisines. C'est une plante, elle se retrouve souvent sur les étalages. Donc à côté des jus, des épices ou condiments, nous avons des légumes. Et comme légumes, on peut citer Aloma, très utilisé pour les sauces. Aloma a pour nom scientifique Vernonia amygdalina. On peut citer aussi l'exemple de Essou, appelé communément antibiotique, qui a pour nom scientifique Ocimum gratissimum. Et il y a aussi les feuilles de baobab, appelées communément côte d'Or. Et ces feuilles peuvent renforcer le système immunitaire. Ce sont là quelques exemples de plantes, mais notons que cette liste est non exhaustive. Donc sous d'autres cieux, on peut avoir certaines plantes aussi qui peuvent renforcer le système immunitaire. En période d'épidémie, comme c'est le cas actuellement avec le coronavirus, on ne porte pas de bijoux, bagues ou bracelets, pas de montres, pas de faux ongles, pas de vernis à ongles. Gardez les ongles naturels et courts. En effet, toutes ces choses constituent des nids à microbes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg